Je cède désormais la parole à la seconde secrétaire de la conférence, la reine Léa Gassemzadeh, pour son discours « Une partie d'échecs ». Chapitre 1er. Ouverture à l'italienne. Il l'attendait. Le grand jour est enfin arrivé. Dans la salle pleine à craquer, le jeune avocat patiente. Il sait que ça va durer. L'audience est comme à son habitude surchargée. Le vacarme assourdissant inhérent à ses audiences quotidiennes, il le subit. Lui, c'est le calme qu'il a toujours préféré. En attendant son tour, il part se promener dans les couloirs du palais, surpeupler les matinées de CRPC ou les après-midi de référé. Il observe ses confrères. Les uns sont occupés à parler, les autres à rassurer leurs clients apeurés. Au loin, il aperçoit son adversaire du jour. Il le connaît. Il le sait, les mâchoires acérées. Le temps d'une seconde, il se met à douter. Mais il ne sert à rien d'abandonner. Et sentant la passerelle se transformer en brasier, il retourne dans son œuf, sa ruche, sa noisette au choix. Bref, dans cette salle perchée. À l'instar du joueur d'échecs qui les aligne rigoureusement sur l'échiquier, il rassemble et dispose ses pièces dans l'ordre où il va les citer. Bien que préparé, le stress le gagne de nouveau. Son estomac est noué. Il ne sait pas pourquoi il est dans un tel état. Il s'agit pourtant d'une affaire civile somme toute banale, dont les enjeux sont mesurés. Mais il est vrai qu'il s'est particulièrement impliqué dans ce dossier, peut-être, et surtout, parce qu'il a réussi à le facturer. L'attente est interminable. Il s'impatiente cette fois. Tente de s'occuper en défroissant sa robe, en ajustant son rabat. Son esprit reste toutefois focalisé sur ce dont il va parler. Sa stratégie, elle, est bien rodée. Il l'a maintes fois répétée. Il connaît sur le bout des doigts les arguments qu'il va soulever. Enfin, son dossier est appelé. Après un bref rappel des faits, la parole lui est donnée. Et c'est à ce moment précis que la partie a commencé. Il se lève, il est prêt. Derrière lui, les dernières voix s'évaporent peu à peu pour laisser place au silence. Il est concentré. Il développe son sujet en cadence. Les arguments fusent de la même manière que les pièces avancent sur l'échiquier. Il a 2, non 3, voire 4 coups d'avance. Il sait où il va les placer. Il plaide, réfléchit à sa tactique, convaincu de sa rhétorique. À bout de souffle, il conclut, se rassoit, fier de sa prestation, heureux d'avoir pour une fois retenu l'attention. Son adversaire enchaîne, se lève et prend la parole à son tour. Lui aussi convainc. Lui aussi sait manier l'art oratoire. À coups de fourchette et de clouage, il semble prendre l'avantage. Le doute l'envahit de nouveau. Ai-je tout abordé? Ai-je convaincu? Ai-je assez fait? Vais-je gagner? Après qu'ils aient tous deux plaidé, le président annonce « Délibéré au 6 juillet !» Ce jour-là, quand le délibéré est tombé, il a su qu'il avait échoué. Chapitre 2. Défense scandinave. L'échec est un sentiment douloureux que tout le monde redoute, dont tout le monde cauchemarde. Il est au cœur de nos vies et de nos angoisses. C'est celui qui nous tient éloignés des bras de Morphée et dont on sait qu'il reviendra nous hanter à chaque pensée ressassée. Cet échec, chacun de nous y a d'ores et déjà été confronté. Vous, oui même vous, moi, surtout moi. C'est celui qui nous défait de cette confiance pourtant déjà si dure à acquérir et préserver. L'échec met à mal notre estime de soi brusquement, durement. Dans notre exercice professionnel, il prend la forme d'une plaidoirie ratée, d'un délai expiré, d'un client insatisfait, de la réception d'un avis d'irrecevabilité. Ah,
mes chers amis magistrats, que je vous envie de ne pas connaître cela. Pour le reste, je préfère quand même être avocat, à minima, pour porter la plume et la voix de ceux qui n'en ont pas. Cet échec, on l'affronte de plein fouet, il est parfois difficile de s'en relever. Je vous avoue ce soir que j'admire tous ceux qui arrivent à ne pas perdre pied et à relativiser. Pour ma part, j'en ai souvenir de journées moroses, de pleurs, de cris où je n'avais qu'une seule envie, celle de tout balancer, voire de tout arrêter. Ce sentiment d'illégitimité qui nous submerge, j'imagine que nous l'avons tous enduré. Dans ces moments-là, il est bien loin le temps de l'île aux enfants, des rires et des chants. L'échec anéantit nos rêves et nous renvoie à une réalité glacée, celle de notre reflet brisé. L'échec, il est parfois amoureux, à l'instar de l'histoire malheureuse de la nymphe Écho et de Narcisse, elle, qui s'envoie l'aimer, lui, qui ne voyait rien d'autre que son propre reflet. Ces échecs, il en est aussi des collectifs et des passés. Dans leur construction, les hommes ont toujours entretenu des conflits dans lesquels réside l'échec de l'humanité. Guerre géopolitique, idéologique, religieuse, asservissement de certains peuples par d'autres. Mais il n'est d'ailleurs pas terminé. Port de vêtements inappropriés. J'ai ce soir une pensée pour ces femmes iraniennes qui se battent pour leur liberté et qui tombent sous les coups d'une police des mœurs arriérées. Pourtant, parfois, au travers de l'échec, les hommes ont appris. Pour ce faire, je vous renvoie 80 ans en arrière. Chapitre 3. Gambit de l'aile. Dieppe, ville de Normandie. Elle est en ce temps occupée par les Allemands. Le 19 août 1942, sous l'opération baptisée Jubilé, les Alliés vont y débarquer. Cette démarche s'inscrivait entre autres dans une volonté de répondre à l'appel de Moscou qui faisait difficilement face aux troupes allemandes à l'Est. Staline réclamait ainsi l'ouverture d'un nouveau front à l'Ouest pour soulager son armée. Prévue comme un raid, mais pourtant d'envergure, l'attaque planifiée par les Alliés devait être éclair et ne pas durer plus d'une dizaine d'heures. D'importants moyens étaient déclarés. 6 000 hommes, pour la plupart canadiens, mais également anglais, français, américains, pas moins de 250 navires et dispositifs de débarquement couverts dans le ciel par près de 1000 aéronefs. Les effectifs allemands, eux, étaient estimés à près de 2000 hommes. L'opération s'annonçait difficile, d'autant que les Allemands avaient déjà commencé à édifier le mur de l'Atlantique. L'assaut fut lancé à 3 heures du matin. Bien que préparé, un seul des commandos mena à bien sa mission. Pour tous les autres, les réseaux de barbelés sont demeurés infranchissables, si bien qu'ils sont tombés, un à un, sous le feu ennemi. Les blindés, arrivés bien après, ont peiné à avancer sur ces plages de galets et n'ont de ce fait pu les aider. L'opération s'est alors soldée par un cuisant échec et des pertes humaines innombrables. Pourtant, ce jour-là, les Alliés en ont tiré des enseignements pour les débarquements futurs, et notamment celui de 1944. Ils ont d'abord compris qu'ils devaient maîtriser le ciel, oublier les plages de galets, éviter la saisie des ports trop bien gardés et maîtriser la communication interarmée comme interalliée. Que serait-il advenu du jour J si l'opération Jubilé ne s'était pas déroulée et n'avait pas échoué? Serions-nous ici ce soir? Je ne pense pas. Dans tous les cas, pas moi. L'histoire nous apprend ainsi que si les échecs sont d'une violence inouïe, tant pour le corps que pour l'esprit, ils sont autant de fenêtres pour l'avenir. Il est temps de basculer dans l'optimisme. Chapitre 4. Variante française. On apprend de tout, mais plus particulièrement de ces échecs. Mieux, on s'en nourrit. La faculté de pouvoir se tromper, c'est ce qui révèle notre humanité. Et finalement, affronter ces échecs, c'est avoir conscience de ses désirs et de ce à quoi l'on aspire. Toute l'histoire de la science l'illustre. Les prémices des succès sont toujours des échecs. Prenez Einstein, prenez Edison. Ils ont réussi en rectifiant leur erreur initiale. Ils ont donc atteint la vérité en commençant
par se tromper. La faculté d'apprendre, l'audace de créer, constituent les amorces de la liberté. En France, l'apprentissage est très formaté. On nous rabâche dès le plus jeune âge qu'il faut bien travailler, apprendre par cœur, réciter, recopier. L'intelligence est réduite et comparée au nombre d'années d'études accomplies. Mais en procédant de cette manière, on enlève à l'humain toute singularité. Si la théorie est un prélude qu'il ne faut pas négliger, on oublie que l'on apprend par l'expérience, au travers de voyages, de ces cultures rencontrées, de l'Andhabé au gratte-ciel new-yorkais, en passant par le désert d'Agafé ou les tiponches martiniquais. On apprend par nos lectures, nos interactions, nos sorties, qu'elles soient culturelles ou plus enivrées. J'ai d'ailleurs récemment appris que boire dans les verres des autres, outre l'impolitesse que cela génère, ne permet pas de passer une meilleure soirée, mais au contraire, ne fait que l'écourter. Ce soir-là, j'ai échoué. On se retrouve dans 4 heures pour voir si j'ai progressé. La curiosité est la plus belle des passions, et tant pis si elle nous mène à l'échec. Au pire, on saura faire preuve de résilience et d'humilité. Prenez Gainsbourg. Il se rêvait d'exceller dans cet art appelé majeur, la peinture. Il ne se rêvait pas d'être un simple peintre ordinaire, non, il rêvait de génie. Il rêvait d'égaler Courbet, Cézanne. Pourtant, il a échoué et consécutivement brûlé l'intégralité de son œuvre. Mais il s'est réinventé dans la musique, cette belle musique, dans l'interprétation de textes qui, à mon sens, ne seront jamais égalés. Il a toutefois conservé ses talents de pyromane, puisqu'après ses toiles, il a préféré ensuite incendier des billets. Quant à nous, avocats, nous arrivons dans cette profession avec une envie certaine de réussite, mais avec tout de même une pointe de naïveté sur ce qui est réellement la pratique de ce métier. Ce n'est qu'au fil des mois que l'on se rend compte finalement que l'échec est essentiel à notre vie professionnelle. Il y est même inhérent. Mais c'est comme ça qu'on apprend. La construction d'un avocat passe donc obligatoirement par l'échec. Et si vous ne me croyez pas, regardez Badinter. Son combat a débuté après l'affaire Clairvaux et son échec, affaire innocente et bon temps. Mais c'est cela qui la rend plus attractive, plus stimulante, plus humaine aussi. C'est cette audace qui nous oblige à sortir de notre zone de confort pour s'abandonner au-delà de ce que l'on connaît. On s'astreint souvent à vouloir démontrer une vérité pour laquelle nous sommes les seuls à croire. On accumule du stress, de la peur, on gagne. Parfois, on échoue. Beaucoup. René Char disait « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Échouer, c'est vivre. C'est jouir d'autant plus des succès venus après. Et si ces derniers n'arrivent jamais, tant pis. Ce sera à minima réaliser qu'on a essayé. Alors oui, l'échec est parfois dur, abject, violent, amer, rabaissant. Il nous consume, nous use, nous éreinte, nous submerge, nous achève. Mais il est aussi vivifiant, purifiant, stimulant et nécessaire. J'aime à dire que l'on doit se nourrir de nos échecs propres et communs, que l'on doit tenter et pas se contenter. Et pauvre de ceux qui pensent tout avoir appris, car l'apprentissage, lui, est infini. Chapitre 5. Finale. Si la vie est une partie d'échecs, inspirons-nous des grands maîtres en la matière, de Kasparov à Carlsen, en passant par Fischer ou Capablanca. Alors vivez, mais surtout échouez. Lors de sa prochaine plaidoirie, le jeune avocat oubliera son échec passé et établira sa stratégie comme suit. En avançant ses pions sur l'échiquier, en défendant son fou isolé, aidé par sa tour et son cavalier, pour protéger son esprit, ce roi des libertés, à l'aide de son âme, cette grande dame. Et c'est au crépuscule de sa vie qu'il goûtera au jouissif plaisir que procurent ces mots. Échec et mat.